Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir la suite de l'éclatement des empires concurrents par le plus pur hasard de l'histoire venant au secours des intérêts anglo-saxons. La Première Guerre mondiale éclata en 1914 à cause de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois en Serbie. Et pour démontrer l'implication anglaise dans la création de la Première Guerre mondiale, je précise que la Serbie, alliée de la Russie, est proche de la Triple Entente pour représenter donc le point faible du projet allemand de Bagdad-Ban dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. L'officier britannique Robert George Dalrymple, l'AFAN, conseiller au service de l'armée serbe en 1912, nous fait cet aveu dans l'un de ses ouvrages, c'était un Britannique. Si Berlin-Bagdad se réalisait, un énorme bloc de territoires continentaux, inexpugnable par une puissance maritime et produisant toutes sortes de richesses économiques, serait unifié sous l'autorité allemande. À cette distance, les armées allemandes et turques pourraient facilement mettre en danger nos intérêts égyptiens et par le golfe Persique, notre empire des Indes serait menacé. Le port d'Alexandrette et le contrôle des Dardanelles donnerait bientôt à l'Allemagne une puissance navale énorme en Méditerranée. Un coup d'œil à la carte du monde nous montre comment la chaîne des États s'étire de Berlin à Bagdad. L'Empire germanique, l'Empire austro-hongrois, la Bulgarie, la Turquie. Une seule petite bande de territoire bloque la voie et empêche les deux extrémités de la chaîne de se rejoindre. La Serbie. La Serbie est petite mais reste rebelle entre l'Allemagne et les grands ports de Constantinople et Salonique, gardienne des portes de l'Orient. La Serbie, disait-il, est véritablement la première ligne de défense de nos possessions orientales. Si elle venait à être brisée ou attirée dans le système Berlin-Bagdad, notre vaste empire mal défendu subirait rapidement le choc de la pression vers l'Est. Voilà ce que disait Robert George Dalrymple, l'AFAN, dans The Guardians of the Gate, Historical Lectures on the Serbs. Je ne parle pas du double jeu diplomatique anglais mené par l'exceptionnellement fourbe Lord Edward Grey, ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté, qui donna toute son énergie à projeter les Allemands contre les Russes. Il y aurait beaucoup à dire. Voici simplement des incohérences dans la version propagandiste de l'histoire des vainqueurs qu'on nous apprend. D'abord, les circonstances incroyables de l'assassinat de l'archiduc, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo, en Serbie, à dormir debout. L'Allemagne ensuite en position de défense, sans plan d'attaque, faut voir le plan Schlieffen, a déclaré la guerre à la Russie. Et c'est un cas unique dans l'histoire, jamais un pays défenseur n'a déclaré la guerre au pays attaquant. C'est toujours l'apanage de l'attaquant, faut-il le préciser. La France, alliée de la Russie, enfin, n'a pas déclaré la guerre à l'Allemagne. En réalité, tout prend sens si on comprend que tout a été fait par les anglo-saxons pour pousser l'Allemagne sur la Russie. On l'a poussée vers l'Est, mais elle n'y était pas préparée. Et c'est pourquoi elle est partie à l'Ouest, parce que elle se préparait depuis très longtemps, une vingtaine d'années, à la guerre contre la France, qui elle n'y croyait pas, s'en tenant à la stratégie de Londres, et bizarrement, on verra, il se passera la même chose à la Deuxième Guerre mondiale. Aller à l'Est, ils partent à l'Ouest. 2 fois de suite. Là, je vais m'appuyer sur les écrits d'Anthony Sutton, notamment Wall Street and the Bolshevik Revolution, dont je parlerai dans la prochaine vidéo pour commencer à comprendre un élément fondamental. La finance apatride finançait tous les belligérants. C'est tous les belligérants. En 1914, le banquier allemand Max Warburg, associé au trust JP Morgan Rockefeller, finance l'Allemagne en guerre. En 1916, quand Paris veut emprunter aux États-Unis pour financer son effort de guerre, le président américain Wilson, avec le soutien de Londres, accepte de financer Paris pour son effort de guerre, mais à une condition, que le gouvernement français fasse du banquier JP Morgan son représentant unique en Amérique. Et dès lors, JP Morgan a pu imposer son négociateur à la France. Devinez qui c'était? C'était Jean Monnet. À cette date, la haute finance anglo-saxonne finance simultanément les efforts de guerre de la France et de l'Allemagne. Il finance aussi le tsar.
Des documents des archives du département d'État démontrent que la National City Bank, contrôlée par les intérêts de Stillman et de Rockefeller, et la Guaranty Trust, contrôlée par les intérêts de Morgan, ont levé de concert des prêts pour la Russie belligérante avant l'entrée en guerre des États-Unis. Le négociateur pour la partie russe était Olof Ashberg, représentant à la fois de la Nia Banken, suédoise, et Pierre Barck, le ministre des Finances du Tsar. Mais ils financèrent aussi la révolution en Russie, avec le même intermédiaire qui sera appelé plus tard banquier bolchevique. Entre 1915 et 1917, l'état-major allemand, dont certains hommes étaient en réalité au service de Wall Street, a fait verser environ 50 millions de marks or aux bolcheviks par l'intermédiaire également d'Olof Ashberg, propriétaire de la Nia Banken, un proche de Max May, vice-président en charge des opérations internationales pour la Guaranty Trust de New York, lié aux intérêts Morgan. Pendant sa visite à New York, au nom du gouvernement tsariste, Ashberg fit quelques commentaires prophétiques concernant le futur des États-Unis en Russie. L'ouverture du capital américain à l'initiative américaine après la fin du tumulte sera nationale avec le réveil que la guerre a apporté. Il y a maintenant beaucoup d'Américains à Petrograd, des représentants des maisons d'affaires qui restent informés de la situation et dès que le changement s'opérera, un énorme commerce avec les États-Unis s'établira. Enfin, ça, on le verra plus tard. Le résultat de la guerre fut net, parfaitement conforme aux intérêts anglo-saxons, tels que définis par Mackinder, vous l'avez compris, une Europe orientale constituée d'États indépendants. On voit bien qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, les 4 empires continentaux sont déchiquetés, la Russie a reflué à l'est, comme vous voyez sur la carte, perdant une partie de la Roumanie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Finlande. Et sur cette carte, on voit bien également que c'en est fini du Bagdad-Ban allemand. Les Anglais conservent leur empire, se prennent le pétrole et les Français surtout les dattes. Dans la prochaine vidéo, on verra qu'après avoir éclaté les empires continentaux eurasiens, notamment en finançant tous les belligérants, la finance apatride a continué à miser sur une stratégie perpétuelle de la tension pour prendre le contrôle de la Russie et de l'Europe en finançant constamment le chaos. On verra ça la prochaine fois. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.